La problématique de la représentation est essentielle à la question de la vérité, dans la mesure où elle doit être capable de nous expliquer quel rapport il y a entre ce qui est en notre esprit et la chose extérieure à nous. Il est parfois difficile pour l'attitude naturelle vis-à-vis des problèmes philosophiques de percevoir la réalité de cette problématique. En effet, pour la perception naturelle, l'objet extérieur est là et bien là, il est présent et sa présence n'est pas remise en doute. Et ce que j'en connais est donné de façon immédiate et relativement sûre par les sens. Il faut, pour percevoir tout l'enjeu de cette problématique, remettre en cause cette certitude trop immédiate. L'un des meilleurs moyens pour effectuer cette remise en cause est ce que l'on appelle l'argument du rêve. À quelqu'un qui mettrait en doute la réalité de ce que nous percevons de façon actuelle. On répond très spontanément, mais c'est là, je le vois, je le touche. Donc on s'assure de la réalité extérieure des choses par les sens, le toucher, la vue. L'argument du rêve est extrêmement pratique pour remettre en doute cette certitude sensible, certitude qui passe par les sens. En effet, dans nos rêves, nous voyons, nous touchons, éventuellement nous goûtons. Bref, tous les sens sont mis à contribution sans pour autant que la réalité qu'ils représentent soit effective, sans qu'elle soit réellement présente. Lorsque nous rêvons, nous sommes en fait confrontés à un monde imaginaire qui présente pourtant les caractéristiques sensibles identiques à ce que nous appelons par ailleurs la réalité dans la veille, lorsque nous sommes éveillés. Dès lors, toute assurance de la réalité effective des choses qui s'appuie sur le seul témoignage des sens ne peut plus être valide. Que répondre à quelqu'un qui nous affirme que nous rêvons et qui nous signale que dans le rêve, toutes nos perceptions sont également sensibles. Autrement dit, à quelqu'un qui nous affirme sans embâche que nous sommes en train de rêver. Donc, l'argument des sens n'est pas bon. Y en a-t-il d'autres ? Leibniz a forgé deux autres arguments, à savoir l'argument selon l'espace et l'argument selon le temps. Pour Leibniz, espace et temps présentent un ordre ou un principe d'agencement
des représentations de ce que nous voyons. Et de ce point de vue-là, cet agencement est différent dans le rêve et la veille. Ainsi, dans le rêve, pour parcourir quelques mètres, je dois le faire en vertu d'un temps que je ne maîtrise pas. Il me faut toujours du temps pour aller d'un endroit A à un endroit B. Et selon l'espace, à savoir, il faut que je parcours tous les points qui séparent l'endroit A de l'endroit B. Or, dans le rêve, ce n'est pas le cas. Dans le rêve, je peux me trouver, selon le temps, immédiatement dans l'endroit B, et avec cette immédiateté, est en même temps produit une absence de médiation spatiale. Je n'ai plus à parcourir l'ensemble des points qui séparent le lieu A du lieu B. Il semblerait donc que l'on puisse, selon ces critères leibniziens, distinguer la veille du sommeil et du rêve. Pour le dire autrement, la veille est ce que cinématographiquement on appellerait un plan séquence, alors que le rêve est, toujours pour parler en vocabulaire cinématographique, on pourrait désigner comme étant un ensemble de principes d'enchaînement ou de montage qui lieraient le fondu enchaîné, le flashback, le montage en plusieurs plans, etc., etc. Mais ce que l'exemple cinématographique nous montre bien, c'est que dans les deux cas, on a simplement affaire à des représentations. Autrement dit, on n'a pas affaire à la distinction entre, d'une part, des perceptions matérielles réelles qui renverraient à une réalité extérieure à nous, et des représentations idéales, ce que nous avons dans notre tête, mais plutôt à deux types de rêves. Pour le dire encore autrement, ce que permettent de thématiser les distinctions leibniziennes du temps et de l'espace comme ordre des représentations, ce n'est pas la différence entre la perception empirique des choses et la production idéale, imaginaire de ces choses, mais ce sont deux types différents de production imaginaire des choses. Une production construite selon les règles strictes de l'espace et du temps, et puis une production ou une construction qui serait faite selon des critères beaucoup plus libres de construction. Pour le dire encore autrement, la distinction entre un film bien fait, que serait le plan séquence, et un film réalisé par un monteur fantaisiste, ne recouvre pas la distinction entre le rêve et la réalité, mais recouvre la distinction entre deux types de rêves. Un rêve que nous nommons rêve et un rêve que nous nommons réalité à cause de ces principes de construction. Dès lors, à nouveau, ce qui nous permettrait de trancher entre une perception réelle des objets qui seraient effectivement extérieurs à nous et la production imaginaire de cette réalité nous échappe. Et dans ce cas-là, semble également nous échapper la thématique classique de la vérité,
comme adéquation de la chose et de l'esprit, puisque de choses, il n'y en a point. Il n'y a que des représentations intellectuelles, et nous ne sommes jamais assurés de la réalité extérieure des choses. Cet argument n'est pas utilisé par les philosophes pour remettre réellement en doute la réalité empirique, la réalité matérielle du monde. Cet argument est utilisé pour montrer que la problématique de la représentation doit parvenir à établir quelle est la réalité empirique de ce que nous visons dans la thématique de la vérité. Autrement dit, lorsque nous voulons penser l'adéquation de la chose et de l'esprit, comment nous assurons-nous de la réalité de la chose? Car il faut bien s'assurer de la réalité de la chose pour pouvoir établir une adéquation entre celle-ci et l'esprit. Donc prenons au sérieux la problématique de la représentation et les doutes idéalistes, c'est-à-dire les doutes qui tendent à laisser penser que tout n'est que de l'idée, et essayons à partir de là de comprendre quelle est la structure du problème de la représentation. Cette structure apparaît fort bien chez Descartes. Descartes est en quelque sorte le modèle philosophique qui thématise le mieux le problème de la représentation et surtout, c'est cela qui va nous intéresser, les apories ou les absences de solution qu'engendre ce problème lorsqu'il est posé de façon classique. Pour Descartes, l'être humain est composé de deux substances. L'âme, qui est absolument immatérielle, et le corps, qui lui est matériel, c'est-à-dire principalement étendu. Le rapport avec les choses a évidemment comme substrat le corps. Mais la connaissance des choses a pour substrat la pensée, c'est-à-dire l'âme. Dès lors, la problématique de la représentation va, d'une certaine façon, se confondre avec la problématique de l'union de l'âme et du corps. Examinons comment, pour Descartes, se pose cette question. Pour Descartes, le corps obéit au principe de la physique. Autrement dit, c'est une substance étendue qui a un certain degré d'impénétrabilité et dont les lois relèvent pour l'essentiel d'une physique mécaniste. Autrement dit, d'une physique qui, pour nous représenter les principes schématiquement, est celle du levier, de la transmission de la force par des câbles. Autrement dit, le corps est une machine. Et, originalité de Descartes, c'est une machine qui n'a pas besoin, pour se mouvoir, d'une âme. C'est ce que l'on désigne du nom de la théorie des animaux-machines. Selon Descartes, les animaux n'ont pas d'âme,
mais le corps qu'ils sont se meut de façon suffisante à les maintenir en vie. Donc l'âme n'anime pas le corps chez Descartes. Le corps a une autonomie mécanique, on peut dire c'est un automate d'une certaine façon. Pour le dire encore autrement, la distinction entre un cadavre et un être vivant n'est pas que, dans le premier cas, l'âme s'en est allée, laissant le corps à sa désespérance et son immobilisme, mais plutôt que la rupture de la machine qu'est le corps a entraîné la séparation du principe spirituel qu'est l'âme d'avec le corps. Les principes mécaniques par lesquels Descartes fait se mouvoir le corps sont empruntés en grande partie à la médecine de son époque et notamment à Harvey, médecin anglais, qui venait de découvrir peu de temps auparavant la circulation sanguine. Dès lors, avec des mécanismes relativement simples, Descartes explique à partir d'un feu qui aurait pour siège le cœur et qui serait déclenché par la nature distincte du sang qui circule dans les deux parties du système sanguin. Donc ces deux sangs différents engendrent un feu, lequel engendre la production d'esprits animaux, la chaleur du corps, etc. Ce qui, ici, nous intéresse, c'est de comprendre le rôle que chacun de ces deux termes de l'union entretient dans la connaissance. Nous venons de voir la nature du corps. Qu'en est-il de l'âme ? Eh bien, l'âme est immatérielle, les idées sont pour l'essentiel siennes, et en tout cas, elle est le lieu de ces idées. Si l'on prend à présent l'inventaire des idées, tel que Descartes le dresse, nous trouvons que, tout d'abord, l'âme contient des idées innées. Les idées innées sont celles qui sont proprement siennes. Elle est née avec ces idées lui sont consubstantielles. Deuxièmement, nous trouvons les idées adventices. Adventis veut dire que ces idées sont advenues à l'âme, elles ont été forgées par la suite. Donc elles ne sont pas innées. Dès lors, il faut comprendre d'où proviennent ces idées. Et évidemment, le rapport là avec le corps va être essentiel. Troisièmement, nous trouvons les idées factices. Factice veut dire fabriquer. Ce sont les idées que nous forgeons à partir d'autres idées. Par exemple, l'idée d'un bouc cerf serait l'idée que nous forgeons à partir d'autres idées, celle d'un bouc, dont nous prendrions par exemple la tête, et celle d'un cerf, dont nous prendrions par exemple le corps. Donc 3 types d'idées, innées, adventices, factices. Dans la problématique de la vérité, en tant que la vérité suppose un rapport avec le corps, seules les idées adventices
et factices vont être problématiques, dans la mesure où les idées innées, elles, ne dépendent que de l'âme. Comment, donc, des perceptions sensibles adviennent-elles en tant qu'idées dans l'âme ? C'est ce point, ou cette question, qui met en jeu l'union de l'âme et du corps. En effet, il faut que le corps puisse transmettre à l'âme ce qu'il perçoit par les sens. Le premier mécanisme est donc un mécanisme sensible. De ce point de vue-là, et très classiquement, le corps véhicule les sensations et les transmet à ce que Descartes décrit comme étant le siège privilégié de l'âme, à savoir le point dans le cerveau nommé glande pinéale. Donc, la mécanique des sens envoie sur cette partie du cerveau nommée glande pinéale des esprits animaux, c'est-à-dire en fait de petites particules très fines, qui ébranlent cette glande, et dans la mesure où pour Descartes elle est le site privilégié de l'union, font éprouver à l'âme la perception. Donc cela explique, selon Descartes, la perception, c'est le fait que je puisse percevoir cette table. Donc voilà quel est le mécanisme de la perception. Inversement, le mécanisme de l'action, c'est-à-dire la façon dont l'âme fait se mouvoir le corps, est le processus exactement inverse, à savoir l'âme ébranle la glande pinéale, laquelle, dans son mouvement, enclenche un mouvement des esprits animaux, de ces fines particules, qui se produisent jusque dans les muscles et par là font bouger le corps. Donc de l'union de l'âme et du corps dépend la perception et la connaissance sensible et l'action volontaire. Or, et c'est là tout le problème, on ne parvient pas à comprendre comment une âme qui a été posée comme étant une substance réellement distincte de la substance étendue, qui comprend le corps, qui a été pensée comme une substance absolument et réellement immatérielle, peut mouvoir ou être mue par une substance, le corps, l'étendue, qui a été, quant à elle, pensée comme étant réellement distincte de la substance pensante, en ce qu'elle est étendue matérielle. Autrement dit, Descartes prend bien soin, dès le départ, de distinguer de façon extrêmement stricte et extrêmement contraignante l'âme et le corps. Par ailleurs, il prend bien soin, pour construire sa physique, de rejeter toute action à distance, tout principe mystique ou scolastique pour expliquer les mouvements. Mais dès lors, cette rigueur dans la distinction de l'âme et du corps et dans les principes de la physique rend du même coup impensable le rapport d'une substance intellectuelle immatérielle et d'une substance matérielle et étendue. Autrement dit,
cette partie de la théorie de la connaissance qui, chez Descartes, dépend de la problématique de l'union de l'âme et du corps, n'est pas compréhensible si l'on s'en tient au principe même du cartésianisme. Toute problématique de la vérité n'en est pas pour autant perdue dans la mesure où les idées innées, en ce qu'elles ne dépendent que de l'âme, sont susceptibles de produire de la vérité. Ainsi, les principes de l'arithmétique sont vrais et, pour Descartes, je n'ai absolument aucun besoin du corps pour les connaître. Je peux donc dire en toute vérité 2 plus 2 égale 4. Mais le problème intervient dans le rapport au corps, et donc aux objets qu'il me permet de connaître. Si je peux donc dire 2 plus 2 égale 4, cela est vrai, je ne suis pas habilité à dire 2 chaises plus 2 chaises égale 4 chaises. Car je ne peux pas expliquer comment j'ai le concept ou l'idée de la chaise, et par là, je ne peux pas appliquer des vérités arithmétiques aux éléments qui viennent du corps. C'est là ce que je voulais désigner par le problème des apories du problème de la représentation. En effet, dès lors que l'on pose d'un côté des choses matérielles et de l'autre une entité spirituelle et intellectuelle, maintenir une distinction ferme entre les deux termes de cette relation aboutit à ne pas pouvoir concevoir le type de relation qui les unit. Autrement dit, si je définis la vérité comme l'adéquation entre la chose et la pensée de la chose, il faut bien que je puisse expliquer comment j'en viens à la pensée de la chose. Il faut donc bien que je pense l'union de l'âme et du corps. Or, si l'union de l'âme et du corps n'est pas pensable à cause de l'hétérogénéité entre l'âme et le corps, je ne peux en même temps pas du tout expliquer comment ma pensée va être adéquate à la chose qu'elle vise ou qu'elle a en tête. Autrement dit, même si je peux percevoir la chose, la théorie de la connaissance risque de verser dans le scepticisme ou dans la fiction.